Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Évidemment, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux et les plateformes audio. Allez nous retrouver si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous, partagez le contenu, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément à grandir notre petite communauté. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, mais là, je commence à être un peu intimidé. Tu sais, tout beau, avec ta petite chemise, ta belle cravate. Puis, attendez, les gars, là, il faut le voir. Les gars et les dames qui nous écoutent, il faut juste que vous le voyez aussi avec son petit veston, là. Ouais, je l'enlève quand on enregistre pour ne pas être trop officiel. Ouais, c'est ça. Je dis ça, les gens vont penser que j'en porte jamais. Moi, j'en porte le reste du temps, mais habituellement, on enregistre les vendredis. C'est plus relax. D'habitude, je suis un peu plus relax et j'ai moins de rencontres, moi aussi. Mais ça veut dire que on est vraiment bénévole dans ce qu'on fait sur ce podcast. Alors, notre seule rétribution, c'est les interactions qu'on a avec vous quand vous nous écrivez des messages et lorsque vous vous abonnez aussi. Alors, on aime ça, on aime échanger avec vous. Merci à ceux d'ailleurs qui le font aussi en privé. C'est le fun aussi quand vous le faites en public parce que ça permet un échange un petit peu avec tout le monde. Salim a une semaine quand même assez chargée. On a fait l'épisode la semaine passée sur la loi 2 du ministre Dubé. On ne va pas y revenir, mais ça occupe pas mal encore l'actualité. Et cette semaine, je pense que la grosse nouvelle, évidemment, c'est ce sondage léger qui est venu carrément. Je pense, puis on en a discuté de sondage sur le balado, puis on fait toujours attention parce que tu sais, on a analysé des podcasts de notre vie, Salim, puis pas des podcasts, des sondages dans notre vie. Puis on dit toujours, tu sais, on essaie de garder toujours en tête que un sondage, c'est une image d'un temps, d'un certain moment dans le temps. Ça ne reflète pas nécessairement une réalité générale. Mais quand il y a plusieurs sondages qui se répètent, et que les résultats sont pas mal les mêmes. Tu sais, là, on commence à parler d'une tendance. Je sais pas si le dernier sondage qu'on a analysé sur le balado, on parlait de tendance, mais je pense qu'à partir de maintenant, je sais pas. Moi, c'est dur à dire, c'est dur à croire qu'il n'y a pas une tendance vers le bas pour la CAQ, là, honnêtement. Ben, attends. En fait, honnêtement, depuis le temps qu'on est sur le podcast, là, le podcast a 3 ans et demi, peut-être même un peu plus. Et ça avait quasiment coïncidé avec le début du PQ en haut des sondages, ouais. Etc. Là. Mais en fait, il y a 3 ans, c'est là que ça avait commencé dans les sondages. Puis la tendance, George, la tendance, elle est là. Mais moi, ce que j'aime utiliser comme expression, c'est celle que Jean Charest avait utilisée ici même dans ce studio sur le podcast qu'on a enregistré il y a environ 1 an, qui est toujours très pertinent à aller écouter. Donc, ceux qui ne l'ont pas écouté devraient aller l'écouter. C'est un des meilleurs podcasts qu'on a fait. Pas le seul, mais un des meilleurs quand même. Il dit, un sondage, ça raconte l'histoire, mais ça raconte pas toute l'histoire. Et honnêtement, il était quasiment, alors tant sur les tarifs de M. Trump que sur, finalement, la politique fédérale, il avait été un petit peu devin sur ce podcast-là qu'on avait enregistré avec lui, parce qu'il avait prévu d'avance pas ce qui allait spécifiquement se passer, mais tu sais, il disait bien qu'il y avait des choses qui pouvaient encore se passer, qui pouvaient être surprenantes, parce que les sondages ne racontent pas toute l'histoire. Et ben, je te rappelle que nous étions convaincus, toi et moi, que Pierre Poilievre et le Parti conservateur allaient gagner les élections fédérales haut la main, avec un gouvernement très largement majoritaire, peut-être plus fort encore que celui de Brian Mulroney en 84, qui reste à ce jour le gouvernement majoritaire le plus fort de l'histoire du Canada. Et ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé parce que les sondages, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une photo dans le temps. Et comme le dit Jean Charest, le sondage ne raconte pas toute l'histoire. C'est pas parce que tu donnes ta voix à quelqu'un
aujourd'hui parce que tu considères que dans les circonstances, c'est ce que tu devrais faire. Mais ça veut pas dire qu'au fond de toi, ouais, mais tu sais, c'est peut-être par défaut que tu le fais. Et s'il y a quelque chose qui va se passer entre-temps, ben, ça pourrait faire changer d'avis. Et d'ailleurs, sincèrement, George, on va parler du sondage qui est sorti il y a 2 jours. Mais avant ça, tu sais, juste de dire, c'est, je crois, ce sur quoi mise M. Legault, François Legault, donc chef de la Coalition Avenir Québec et Premier ministre, c'est exactement ce sur quoi il mise. Il mise sur le fait que, bon, des sondages, ça peut pas toujours être bon de toutes les manières. Pardon. Un sondage, c'est parfois aussi des messages qu'envoie la population à un gouvernement en place. Mais le sondage ne veut pas dire que M. Legault a assurément perdu l'élection l'an prochain. Je sais qu'il y a des gens qui sont convaincus de ça. Puis, tu sais, je t'avoue que moi-même, si tu me demandais de parier ma maison, je la parierais pas sur M. Legault et la CAQ l'an prochain. Mais soyons réalistes, l'élection, c'est dans environ 11 mois. Puis il reste encore beaucoup. Et l'histoire, elle va se dérouler. Donc, on va le voir. Mais surtout avec ce qu'on a vu l'année passée à Ottawa, où, comme tu viens de dire, tout le monde pensait que Pierre Poilievre allait gagner. Puis tout à coup, la grande surprise... Moi, ça a été une leçon pour moi. Moi, après cette élection-là, je me garde une petite réserve parce que tout peut arriver. Évidemment, on ne peut pas comparer puis parce qu'il y a d'autres enjeux là, qui sont rentrés en compte là, pour l'élection fédérale, mais pour l'élection provinciale, tu sais, c'est une opinion des gens à un certain moment, comme tu dis, mais ça fait quand même très longtemps. Moi, je pense que les gens sont un peu tannés. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que la CAQ puisse se mettre dans un terrain plus favorable, je sais pas. Tu veux mon avis? J'ai une idée de c'est quoi ton avis? On va répéter un peu le scénario qu'on a vu au PLC. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que là, regarde, on va parler de ce scénario-là quand on va parler des sondages. Non, mon opinion, qui est plus générale, pas dans le sens qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui devrait se passer pour sauver le gouvernement Legault et la Coalition Avenir Québec. Ça, si j'avais une boule de cristal, là, bon, ben ça se saurait, mais je ne l'ai pas. Mais par contre, j'ai une opinion sur la question. C'est que lorsque tu es à ce point-là mal pris dans les sondages, je pense qu'on peut déjà donner ce chiffre-là, 71% des Québécois. C'est énorme, Salim, c'est énorme. Qui rejettent le gouvernement Legault, on va le dire comme ça. Et 71%, c'est un taux d'insatisfaction, je ne sais pas s'il est record, mais parmi les plus élevés qu'on ait pu voir. Et, je ne l'ai jamais vu. À l'époque où nous, on a travaillé avec les libéraux, on en avait vu aussi des mauvais sondages, mais je ne me souvenais pas de 71%. Je sais qu'il y avait comme 60 et quelques, 65. Peut-être qu'on l'avait dépassé, puis je m'en souviens pas. Là, fait que ne me tirez pas de roche si je me trompe. Mais de mémoire, là, 71%, c'est quand même assez énorme. Mais honnêtement, là, avec un taux d'insatisfaction comme ça, pour que tu te fasses réélire dans 10-11 mois, faudrait qu'il y ait une grosse crise qui arrive. Mais une crise genre COVID. Une crise genre... verglas. Non, mais tu sais, genre quelque chose d'assez gros qui ferait en sorte que les gens vont juste aller se mettre derrière leur premier ministre, leur leader aujourd'hui, et se dire, bon, ben regarde, on verra ça plus tard, là, tu sais, on les réglera son compte plus tard. Mais non, mais tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais. Doug Ford, lui, l'avait compris avec la question américaine des tarifs. Surtout que lui, ses industries étaient frontalement, je te dis pas que c'est pas le cas du Québec, hein, parle-en aux gens de l'aluminium, là c'est clair qu'ils sont dans une situation aussi précaire que ceux de l'industrie automobile ou de l'acier en Ontario. Mais en Ontario, je te dirais que... l'intégration des économies est encore plus frappante, surtout dans le manufacturier et le manufacturier automobile en particulier. Alors lui, il l'avait vu venir, Doug Ford. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Bon, ben, je m'en vais en élection live tout de suite. Ça va être là-dessus que ça va se passer, tu sais. Et bon, il a réussi un peu son pari.
je dois quand même dire une chose. Doug Ford n'était pas aussi impopulaire lorsqu'il a lancé les élections que M. Legault. Donc, ça va être... Honnêtement, c'est très difficile. Mais peut-être que M. Legault aurait dû faire la même chose aussi, parce que, tu sais, à l'époque, il y avait toutes ces discussions-là. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait les tarifs d'hydro, il y avait... Tu sais, on regardait, on voyait un peu Doug Ford aller, puis on se disait, mais voilà le leader, là. Voilà le leader des provinces. Tu te rappelles, on parlait de ça justement, on a dit, mais et où le Québec? Tu sais, on n'a jamais eu cette habitude de voir un autre premier ministre autre que le premier ministre du Québec prendre le lead dans les affaires de même, là, tu comprends? Puis là, tout à coup, il y avait Doug Ford, puis on se demandait, mais là, M. Legault, il est où dans cette équation-là? Il était un peu absent, puis je me rappelle, on a eu cette discussion-là, on pensait peut-être qu'il devrait lui aussi à l'élection, il devrait profiter de cette crise-là. Bon. Mais honnêtement, ensuite, c'est contextuel. Hein. D'abord, c'est pas parce que quelque chose se passe quelque part que ça va se passer de la même manière au Québec. Tu sais, c'est comme l'histoire de ceux qui disent oui, non, mais c'est un peu comme Justin Trudeau. Les gens ne l'aimaient plus. Quand il a été remplacé, les gens ont revoté pour le PLC. Tu sais, il y a d'autres facteurs. Voilà, il y a d'autres facteurs, exactement, je suis d'accord. Ouais. Tu sais, donc, même cette solution-là ou cette piste de solution-là qui pourrait peut-être faire rêver certains, c'est pas sûr qu'elle fonctionne. C'est pas impossible, mais non, mais ce que je veux dire surtout par là, c'est que M. Legault, ce serait un peu injuste envers lui de dire il aurait dû faire ce que M. Ford a fait. Pour la simple et bonne raison. D'abord, M. Legault ne se serait jamais vu comme une sorte de leader au Canada. Donc, le Canada, c'est un pays qui manifestement ne l'intéresse pas beaucoup, on va se le dire. Ouais. Là, il a déjà été fervent souverainiste. Donc, même si aujourd'hui, il ne veut pas d'un référendum, il ne veut pas se séparer du Canada, disons qu'il ne se voit pas nécessairement dans la peau de Captain Canada d'aucune manière. Ce qui aurait été dommage, parce que, ce qui est d'une certaine manière un peu dommage, parce que ça aurait été le fun de voir le Québec locomotive du Canada à un moment aussi critique et par conséquent aussi tirer la couverte sur le Québec. Ensuite, c'est le rapport des Québécois au gouvernement fédéral qui n'est pas le même que celui des Ontariens. Donc, pendant que le gouvernement fédéral était instable, mais était en train de dire, nous, on a un plan, on s'en va en élection, on va aller chercher un mandat fort, on va avoir la légitimité d'aller négocier avec Trump, etc. Bon, voyons, les Ontariens se sont dit, regarde, ils ont dessiné leur portrait, le fédéral, là, nous, on va le faire tout de suite. Disons que on n'amenait pas plus d'instabilité, c'est-à-dire on n'amenait pas une instabilité politique supplémentaire en allant en élection en Ontario, ce qui aurait pu potentiellement être le cas au Québec. Je dis potentiellement. Puis en plus de ça, je pense, la population québécoise, là, elle suit quand même un petit peu, pas comme des geeks de politique comme toi, moi et les gens qui nous écoutent, là, mais je veux dire, comment ils auraient pris ça, les Québécois, la population québécoise, par exemple, qu'il y ait un parti politique qui est en plein leadership et qui est là, puis là, le gouvernement le prend de court. Il n'y a pas encore de chef au PLQ, par exemple, qui est l'opposition officielle. Ça aurait été un peu particulier. Alors, puis autre chose, je pense que M. Legault avait de belles choses sur le pipeline. Qu'il avait, il y avait l'entente avec Terre-Neuve-Labrador sur Churchill Falls. Mais ça aussi semble de ne pas aller à... Non, ça va pas bien. On en reparlera peut-être dans un autre épisode, là, mais à cause d'un changement de gouvernement à Terre-Neuve et Labrador. Mais, il y avait ça, mais le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, arrivait avec un certain nombre aussi de projets de loi qui étaient intéressants. Il y avait le comité là avec Sébastien Proulx, puis voyons, j'ai oublié son nom. Bref, je suis excusez, je suis vraiment pas bon avec les noms. Là, vraiment, je suis pas bon avec les noms. Qui justement a accouché de la nécessité, peut-être de la pertinence d'envisager la mise en place d'une constitution du Québec. Donc, il y avait des choses qui étaient sur le pipeline. Alors, je suis pas sûr que M. Legault avait nécessairement le goût d'aller là. Mais regarde, on va parler du sondage, justement. Donc, dans le fond, dans les intentions de vote, puis il faut être prudent avec les pourcentages, mais on va y revenir, là, parce qu'on rappelle aux gens à chaque fois,
les petits trucs là, dans les sondages. Le PQ est toujours en première place à 32%. Ils ont baissé de 4 points. Parti libéral à 27%. Ils ont pris 2 points. La CAQ qui remonte de 1 point à 17. Le Parti conservateur qui perd 1 point descend à 14. Et Québec solidaire qui monte de 2 points qui arrive à 8%. C'est quand même une avance toujours, je ne veux pas dire confortable du PQ, mais quand même, on parle de 5 points d'avance. Honnêtement, c'est pas pire du tout, hein, parce que je veux juste te dire, la différence, par exemple, entre le Parti québécois qui est à 32% et le Parti libéral du Québec qui est à 27%, c'est qu'au Parti libéral du Québec, il y a une concentration du vote qui ne lui donne pas autant de comtés en tout cas, le nombre de comtés qu'il ramasserait n'est pas représentatif nécessairement du 27%. Alors que dans le cas du Parti québécois, à 32%, où il y a moins de concentration de vote, à 32%, moi, là, je vois ici, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas entendu nécessairement les sondeurs ou les agrégateurs là, de sondages, etc. Mais là, j'ai comme l'impression que se profilerait plus une sorte de gouvernement minoritaire, même si il faudrait le voir par comté, hein, pour savoir, parce qu'il y a des gens qui te disent, bon, la CAQ, elle serait à 4 ou 5 comtés, d'autres te disent, elle serait carrément à 0. J'ai un peu de misère à croire que si demain il y avait des élections, que la CAQ serait à 0, mais bon, bref, ça c'est à voir. Mais sais-tu quoi, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, moi j'ai presque envie de te dire, tu sais, c'est quand il y a quelque chose d'assez gros. Tu sais, un +1, -1, -2, tu sais, c'est pas grand-chose. Là, il y a quand même un -4 au Parti québécois. C'est quand même intéressant parce que ça fait 3 ans que tu trônes en haut des sondages. Puis effectivement, je suis d'accord, les sondages, t'en as des bons, puis des moins bons, puis des mauvais, etc. Eux, ils en ont pas de mauvais, mais disons que celui-ci a l'air d'être moins bon que ceux qu'on avait habituellement. Ça, c'est intéressant parce que... Alors, c'est drôle parce que je pensais à un truc, puis je l'ai écouté, une ou deux fois là, dans les médias pour essayer d'expliquer pourquoi le Parti québécois, c'est -4. Puis c'est pas juste le Parti québécois qui est à -4, c'est la souveraineté aussi qui recule. Et j'essaye, je pense qu'elle est à 33 ou 32, là, je sais plus. Là, elle est elle-même en recul. Excusez, là, je la retrouve pas parce qu'il y a 60 pages dans le sondage, là, mais je suis pas mal sûr qu'elle est en recul. Et ça, c'est intéressant parce que... La raison que je te dis que j'entendais dans les médias, puis avec laquelle je suis très, très en accord, lorsqu'il y a eu le 30e anniversaire du référendum de 1995, il y a eu une espèce de surmédiatisation de la chose. D'ailleurs, il y avait une telle surmédiatisation que honnêtement, ça en était un petit peu fatigant, là, on aurait dit que ça avait été gagné par le oui, puis que c'est comme quasiment une fête d'indépendance. Là, je trouvais ça un peu exagéré. Chacun a romancé. Oh, merci, George, tu as trouvé. Donc 32%. Donc c'est passé quand même, je sais pas combien en moins, là, mais je me souviens que c'était à 35, 36. Là, elle est tombée à 32. Donc c'est environ un 4% aussi pour la souveraineté qui est descendue. Bref, tout ça pour dire. Elle a été surmédiatisée, il a été surmédiatisé ce 30e anniversaire du référendum. Et disons que quand on sait que la population du Québec n'est pas nécessairement favorable à la séparation du Québec, eh ben, voilà, ça paraît. Parce que plus on en parle, plus on recule. Tu sais, moi, si, admettons, j'avais vu excuse-moi l'anglicisme, mais un bump, là, un saut de 4%, là, de 36 à 40, là, je me serais dit... Ça serait une autre histoire. Mais là, je me serais dit, oh, attends, là, en parlant, avec toutes les télés, écoute, Radio-Canada fait tout un truc là-dessus, tu sais, les autres chaînes aussi, tu
tu sais, puis tout ce qui a été écrit là, dans le Devoir, dans la presse, dans le Journal de Montréal, enfin bref, à peu près partout, je me dis, bon, écoute, c'est quand même assez favorable. En tout cas, il y avait... pas favorable, je ne veux pas dire ça. Mais il y avait... tu sais, c'était un peu le narratif du oui qui avait été plus en avant, là, tu sais, mis en avant. Parce que c'est pour le oui que ça compte un peu, qu'on a été proche, blabla. Mais, tu sais, pour le non, les gens, il n'y a personne qui débouche le champagne le 30 octobre de chaque année dans le camp du non en se disant on a gagné, là, tu sais. Je veux dire, ça y est, c'est un référendum, ça y est, bon, le non l'a emporté, on n'en parle plus, let's go, tu sais. Mais c'est sûr que ça fait plus mal quand tu perds. Que ça fait du bien quand tu gagnes. Ça les rend mélancoliques. Alors, il y a une forme de mélancolie là, autour de cette défaite pour le camp du oui. Fait que c'est ça. Alors, bon, là, visiblement, quand on parle de souveraineté, les gens, la population a l'air d'envoyer un message qu'elle est moins souverainiste. Donc, George, je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast-là, hein, pour ceux qui ont l'énergie de repasser à travers les épisodes, il y en a beaucoup pour retrouver, mais je l'ai dit plusieurs fois. Moi, si tu me demandes à moi, genre, si je devais l'évaluer, donc c'est pas scientifique du tout, hein, c'est pas scientifique, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas de vérité. Mais moi, je pense que la souveraineté, elle devrait être, je crois qu'elle doit être aux alentours de genre 28%. Tu sais, j'ai toujours dit ça. Puis au moment des affaires avec Trump, là, il y avait des sondages, la souveraineté était à 29%. Tu sais. Mais c'est sûr que quand tu mets le contexte économique dans le portrait, où il y a il y a la menace tarifaire des États-Unis, puis le potentiel d'un contexte économique fragile, c'est sûr que c'est pas le bon moment de parler de souveraineté, c'est sûr. Mais moi, je veux amener ton attention aussi sur les libéraux parce que, évidemment, excuse-moi, tu reçois des messages de nos anciens collègues et amis qui disent « Ah, regarde, on monte dans les sondages, etc., etc. » Puis c'est là que je disais tantôt, là, il faut être très prudent parce que j'ai perdu le sondage. Attends 2 petites secondes. Il est où? En tout cas. Est-ce que tu veux parler de quoi? Non, mais là, on voit que parce que les libéraux, ils ont augmenté de... C'était quoi? C'est 2%. Donc, tout le monde dit, yeah, on se rapproche, on rétrécit un peu la différence entre le Parti québécois, etc. Mais moi, je regarde dans les intentions pour le meilleur premier ministre, puis Pablo Rodriguez, il perd des points. Donc, tu sais, je veux juste signaler, tu sais, un tout petit peu là, à nos amis libéraux, c'est bien beau que vous ayez augmenté votre score dans les intentions de vote, mais encore une fois, je ne suis pas trop convaincu que c'est le chef qui est la cause de cette augmentation-là. Sinon, si ce serait le chef, selon moi, on aurait vu le score de Pablo Rodriguez augmenter aussi. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui se passe avec les médecins, toute cette chicane-là sur la place publique, tout ce qu'on entend parler les 2 dernières semaines, c'est le conflit entre les médecins puis le gouvernement. Puis ça, évidemment, il y a une conséquence dans les intentions de vote d'un parti. Tu te demandes, bon, c'est qui serait le meilleur parti pour remplacer la CAQ? On voit, tu sais, ils sont en baisse, c'est le désordre avec les médecins. C'est toujours des nouvelles qui sont plutôt négatives. Il y a des démissions du caucus de M. Legault. On regarde, bon, qu'est-ce qui existe de l'autre côté? Si tu n'es pas trop sûr pour la souveraineté, ben c'est sûr et certain que tu vas aller chez les libéraux. Mais ça ne veut pas dire que le chef est la personne la plus apte à gouverner. Et encore une fois, moi, je me pose la question, Salim, Pablo Rodriguez, je ne le vois pas autant que j'aurais espéré. Sa présence ne se fait pas trop se sentir. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je sais que, tu sais, il a commencé lentement à parler de référendum. On sait que, tu sais, le Parti libéral, tu mentionnes référendum, c'est sûr et certain que tu l'amènes sur une autre dynamique. Surtout quand le PQ promet un référendum dans le premier mandat. On a déjà eu ces discussions-là auparavant. On se demandait, mais pourquoi le PLQ n'en profite pas plus de ce discours-là de Paul Saint-Pierre Plamondon pour faire une contrebalance à ces arguments-là?
je pense que ça commence. Mais tout ça pour dire que il y a encore du travail à faire pour le chef du Parti libéral du Québec. Excusez-moi. Et aussi, la dernière chose, c'est que dans les intentions de vote, moi aussi, je regarde plus le Parti conservateur du Québec. Pas parce que je pense qu'ils ont des chances à former un gouvernement, mais quand je le vois se rapprocher de plus en plus de la CAQ, et on parlait tantôt que, bon, je pense pas qu'ils vont avoir 0 député, mais écoute, dans un moment où ils dépassent la CAQ puis deviennent le 3e parti, par exemple, dans les intentions de vote, mais là, on peut commencer à les prendre plus au sérieux. Et ça devient, je dirais pas que ça va être l'alternative, mais on revient à la discussion qu'on avait eue il y a un moment où on se demandait, la gang conservatrice là, qui sont fatigués de la CAQ, mais qui veulent pas aller nécessairement au Parti conservateur. Tu sais, il y a un gap entre les deux où on ne sait pas où est-ce que cette clientèle-là va aller. C'est fort probable qu'ils vont retourner ou qu'ils vont se camper peut-être aux conservateurs. S'ils n'aiment pas les libéraux, s'ils ne sont pas souverainistes, puis ils n'aiment pas la CAQ, mais il reste juste un parti, tu comprends? Donc, moi, je voulais juste signaler ça, mettre ça sur le radar des gens qui suivent les sondages aussi. Alors, là, il y avait plusieurs éléments. Je vais y aller avec... tu parlais des libéraux. Tu as commencé par les libéraux. Ouais. Bon, tu as dit, bon, il y a du monde qui te disent, regarde, ça se rétrécit. Oui, dans les faits, ils ont raison. L'écart se rétrécit. Puis, écoute, si l'écart se rétrécit pas, on aurait dit, là, regardez, c'est pas bon. Donc là, c'est sûr que si ça se rétrécit, c'est positif. Donc, il faut le voir aussi comme ça. Il faut, tu sais, un sondage, généralement, c'est comme ça. Tu te dis, OK, qu'est-ce que, à ton avis, a fait que ça a pu rétrécir en ce moment? Est-ce qu'il y a des sorties qui ont été intéressantes? Est-ce qu'il y a des positions qui ont été intéressantes? Est-ce qu'on devrait continuer dans cette voie parce que peut-être qu'on va pouvoir continuer de réduire cet écart-là? Moi, je pense que les libéraux ont raison d'être enthousiastes à ce niveau-là. Maintenant, tu as raison, Pablo Rodriguez perd dans meilleur premier ministre 2 points. Mais tu sais, dans cette question-là, meilleur premier ministre, je vais te dire, franchement, là, ce qui est le plus pertinent, c'est de voir le premier et le dernier. Généralement, entre les deux, là, t'étais toujours un peu varlopé, dépendamment des sondages. Le premier reste incontestablement PSPP. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui peut douter du fait que PSPP a des sondages. Même si ce sondage est moins bon que ceux d'avant, personne ne peut douter du fait que PSPP est en situation relativement favorable en vue des prochaines élections et en vue de la tendance et en lien avec la tendance des sondages depuis un certain nombre d'années, 3 ans en l'occurrence. Il est à la fois en tête, sont partis en tête des intentions de vote, sont en tête dans certaines catégories de votants qui sont intéressantes. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas une trop forte concentration du vote, ce qui lui permet d'espérer de faire des gains à l'échelle du Québec. Il est premier, c'est-à-dire il est celui qui est perçu comme étant le meilleur premier ministre, y compris à l'intérieur de la liste dans laquelle il y a le premier ministre actuel. Donc ça, on peut pas lui enlever. Mais bon, sur le fait que le deuxième est à 1 point ou 2 points en plus ou en moins, moi, la manière dont je le vois déjà, c'est que si j'étais Pablo Rodriguez, je serais déjà content d'être deuxième et pas après Legault. Parce que si tu étais après Legault, ça veut dire que les gens ne peuvent même pas te voir comme une alternative. Ouais. Maintenant, donc moi, je serais pas aussi sévère que toi concernant Pablo Rodriguez. Je pense, d'abord, je pense que il fait un certain travail qui n'est pas vu. Alors oui, est-ce qu'on peut peut-être reprocher le fait que, idéalement, il aurait peut-être pu convaincre un ou une députée à lui céder son siège pour qu'il puisse rentrer à l'Assemblée nationale, etc. Plus tôt, tu parles... moi, je pense. Moi, ça a toujours été mon opinion. Puis c'est pas concernant Pablo Rodriguez en particulier. Moi, je disais n'importe quel
chef devrait essayer de négocier avec un député pour lui laisser, un ou une député, pour lui laisser sa place et rentrer à l'Assemblée nationale parce que c'est une question de visibilité. Bon, Rodriguez a fait son choix. Il ne rentrera pas à l'Assemblée nationale avant les élections de l'an prochain. Bon, très bien, c'est parfait. Pas de problème. La seule affaire, c'est que quand tu décides de ne pas rentrer, il faut que tu fasses du terrain. Ouais. Puis là, en ce moment-là, faut pas non plus que critiquer Pablo Rodriguez devienne un sport national. Pablo Rodriguez, moi, j'ai vu récemment qu'il a été dans, je sais pas, là, 2, 3, 4 régions là, dans les dernières semaines. Chaque semaine, il est dans une région. Je crois, là, il était à Val-d'Or. Ouais, là, il est en Abitibi, je pense, en ce moment. Il était à Saguenay la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il en fait des tournées. Alors, tu sais, George, en politique, ce genre de tournées-là, elles sont pas payantes du jour au lendemain. Tu vois pas ça dans les sondages du jour au lendemain. Tu demanderas à Jean Charest si à un moment donné tu le croises. Lui, en 2002, tu sais, en 98, il avait fait opposition officielle. Il y avait eu la pluralité des votes, mais après ça, les sondages montraient que l'ADQ de Mario Dumont, qui à l'époque était juste un parti de 5 député, parce que justement en 2002, il avait gagné 2 ou 3 partiels. Il était en haut des sondages. Tout le monde voyait Mario Dumont Premier ministre en 2003, là, un peu comme on voit aujourd'hui Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ses 4 autres députés à l'Assemblée nationale. Et ça s'est pas passé. Jean Charest faisait des tournées régionales qui faisaient pas bouger l'aiguille des sondages. Il a fini par gagner un gouvernement majoritaire. Alors, je suis pas en train de te dire que Pablo Rodriguez et Jean Charest, là, c'est sûr que je pense pas qu'il ait nécessairement l'étoffe de Jean Charest, mais Jean Charest l'a développé aussi au fil et à mesure du temps. Mais il fait des visites, il s'en va dans toutes les régions, il s'intéresse au monde. Tu sais, ça, c'est une chose. Maintenant, moi, ce que je pense qui manque à un gars comme Pablo Rodriguez, en fait, fondamentalement, pour moi, il y a 2 choses. C'est les 2 choses qui pourraient le mettre en orbite pour les élections l'an prochain. La première, c'est sa crédibilité économique. Et ça, c'est extrêmement important. Puis, j'ai une autre opinion et estime de Martin Coiteux, mais ça ne sera pas assez. Il va falloir du monde des affaires, pas des économistes ou qui sont capables d'interpréter des courbes, etc. Non, c'est pas ça. Là, ça prend des gens là, qui savent c'est quoi créer de l'emploi, générer de la richesse, etc. Là, ça a beaucoup aidé M. Legault quand il a pris le pouvoir, lorsqu'il est allé chercher un gars comme Fitzgibbon, par exemple. Peu importe ce qu'on pense de Fitzgibbon puis de son passage en politique, mais il reste que ça donnait une certaine crédibilité. Donc, il va falloir avoir ça. Alors, j'espère... Mais c'est toujours ça qui compte, Salim. Puis moi, je me rappelle quand M. Couillard faisait sa campagne, la première chose qu'il a annoncé... Trio économique. C'est le trio économique. Tu es allé chercher des gars de calibre. Et je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est un problème aussi que le PQ... en même temps. Oui, mais sauf que le PQ, c'est pas là-dessus qu'il gagne. Non, le PQ, c'est pas du tout l'économie. Genre, on va s'entendre. Là, c'est, écoute, les meilleurs... ce qu'il y avait de mieux à donner, économiquement parlant, par le PQ, c'est la CAQ qui le donne. Donc, non, mais il faut, non, mais honnêtement, là, tu sais, je veux dire, en fait, pour moi, la CAQ, c'est comme, ça a été le volet économique du PQ. Mais oui, exactement, mais c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je pense. Tu sais, c'est le volet économique du PQ, c'est-à-dire ce qu'il y avait au PQ comme approche économique, là, tu sais, ce qu'aurait mis en place un gouvernement péquiste économique. C'est ce que la CAQ offre. Monsieur Legault vient de là aussi. C'est pas pour rien. C'est une vision de l'économie qui ressemble beaucoup à celle de l'époque où Monsieur Legault était péquiste, ministre péquiste de l'industrie. De l'industrie, il n'a pas été aux finances, mais de l'économie, si tu veux. À l'époque, on appelait ça industrie. C'était un peu ça. Donc, c'est interventionniste. Tu mets de l'argent ici et là. Tu décides que telle filière est bien. Ça
donné certains bons résultats. Hein. Je te rappelle que si aujourd'hui, Montréal est une place extraordinaire en matière d'intelligence artificielle, c'est parce qu'à la base, on avait une industrie du jeu vidéo qui était... Alors, je veux pas comparer... Je veux pas dire que l'une équivaut à l'autre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait une base très solide qui a été une sorte de vase communicant qui a pu se déverser dans l'industrie émergente et grandissante de l'intelligence artificielle. Et ça, c'était grâce à Bernard Landry. Ouais. Donc, c'est quand même important de le dire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on pense pas au PQ lorsqu'on pense à l'économie qu'ils n'ont jamais rien fait. Ouais. Monsieur Parizeau a été un grand économiste aussi. Ouais. Alors, mais ce que je veux dire par là, c'est que ben là, j'ai perdu mon bout parce qu'on parlait on va revenir à Pablo là, avec sa faiblesse sur le plan économique. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, alors, il va falloir qu'il aille chercher du monde au niveau économique. Mais j'avais dit qu'il y avait deux aspects. Donc, le premier, c'est fondamentalement de se donner une crédibilité économique. Le deuxième aspect, disons qu'il est moins de fond et plus de forme. C'est il faut que Pablo Rodriguez s'inscrive dans l'actualité davantage. Il faut... Tu parles plus de visibilité. Oui, mais alors la visibilité, tu peux pas l'avoir juste en disant « Hey, salut, je suis là ». Non, c'est pas juste parce que tu vas au point de presse et que les journalistes de la colline sont obligés de couvrir tous les partis politiques. Non. Pour moi... la visibilité, c'est s'inscrire dans un dossier. Un dossier là où on l'imagine. Ah, OK, là, le gouvernement n'est pas là, mais là, ça devient la force de Pablo Rodriguez. Mais c'est quoi ce dossier-là, Salim? Est-ce que c'est le développement économique régional? Mais c'est pas des thèmes. Tu peux pas juste comme ça les choisir. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu t'inscrives dans l'actualité. Bien sûr qu'il y a des thèmes à développer avec ta commission politique, avec ton caucus, etc. pour dire, voilà, ça va être ça le thème, etc. Mais ça, tu travailles le thème, mais ça tu le travailles en vue de la prochaine campagne électorale, pas juste pour la campagne, parce qu'on est déjà en pré-campagne. Ouais. Mais tu sais, ça c'est un volet. Moi, je te dis, c'est au jour le jour. Le truc que couvrent les médias au jour le jour, quand je te dis, il faut s'inscrire dans l'actualité, c'est, OK, il y a un enjeu, admettons, avec les médecins en ce moment, là. C'est pas juste de critiquer le gouvernement, tu sais, c'est d'essayer de... C'est essayer de s'inscrire là-dedans, genre voilà. Je comprends ce que tu dis, et juste pour ne pas être trop critique non plus, Marc Tanguay en opposition en santé, spécifiquement sur ce dossier-là, il fait une excellente job, il faut le mentionner. Mais encore là, on voit pas Pablo Rodriguez. C'est ça le problème. Alors, il y a les porte-paroles qui, effectivement, sur les différents dossiers, font leur travail, mais il va falloir creuser davantage. Et je te donne un exemple. Il faut être en mesure aussi, quand tu es l'opposition officielle, quand tu es un député d'opposition officielle, il faut travailler ton dossier pour aller chercher là où ça fait mal. Tu sais, ça clique, c'est les libéraux qui l'ont sorti. Ouais. Il faut que tu fasses des demandes d'accès à l'information, il faut que tu analyses les documents, il faut que tu vois là où ça va pas, tu recoupes avec des informations médiatiques, parler avec des parties prenantes, parce que c'est pas parce que tu es dans l'opposition que tu peux pas parler avec des parties prenantes sur le terrain, que ce soit des gens, des usagers, des entreprises, des fournisseurs, des experts, etc. Tu entres un peu en contact avec tout ce monde et tu essayes de créer un build-up. Puis là, tu as un dossier. Puis là, le dossier, tu travailles avec les médias. Puis en même temps, tu les sors en période de questions. Puis tu sais, les médias vont faire leur travail. Toi, tu vas faire ton travail. Tu vas peser là-dessus. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, je sais que c'est pas juste en claquant des doigts ou en criant ciseaux que ça va se passer. Mais il y a un travail à faire là-dedans et il faut que M. Rodriguez s'inscrive un peu là-dedans. Parce que si M. Rodriguez, il dit à son caucus, bon, vous me gardez le fort à l'Assemblée nationale, moi, je vais aller visiter les régions et à l'occasion, vous venez avec moi lorsque c'est votre dossier. C'est bien. C'est bien, c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas assez. Ouais. Il faut aussi qu'il puisse s'inscrire. Je pense que
il apprend aussi. C'est pas évident aussi. Je veux dire, les gens le critiquent, mais mettez-vous à la place un instant d'un politicien arrivé à maturité, 57, 58 ans, là environ qu'il a, devient chef d'un parti politique qui est quand même une institution importante dans le paysage démocratique québécois, et de lui dire, tu vas devenir PM, ou tu dois devenir PM à tout le moins, mais tu connais pas encore la faune médiatique, tu connais pas encore les dossiers au sens comment dire, du détail, etc. Parce qu'il y a tout un fonctionnement. Tu peux pas cracher sur 30 ans d'activité politique au fédéral et venir ici te dire « Oh, ça va être pareil ». C'est pas vrai que c'est pareil. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Puis l'autre chose aussi, je veux juste rentrer un instant à une autre statistique que moi, j'ai plus le réflexe d'aller voir quand on parle d'intention de vote. C'est le vote auprès de la population francophone. Donc, on peut, les gens peuvent être contents ou les libéraux peuvent être contents que leur pourcentage monte, mais auprès des francophones, les libéraux, ils sont très, très, très bas. Là. On parle de quoi? 12%? Non. 14, c'est quoi? Non, c'est 17. Auprès des francophones? Oui, auprès des francophones, je l'ai sous les yeux. Ils font même mieux que le Parti conservateur, figure-toi. Ils font mieux que Québec solidaire, mais ils sont à peine en bas de la CAQ. Et par contre, évidemment, loin du Parti québécois qui est à 40. Mais tu as raison. Tu as raison de voir ça. Mais George, il n'y a pas longtemps, toi et moi, on parlait des sondages où ils étaient à 5-6% chez les francophones. Non, c'est clair qu'il y a une amélioration. Ben oui, c'est plus que triplé. Clair qu'il y a une amélioration. Et encore là, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il y a encore du temps. Évidemment, si on part avec l'hypothèse que l'élection est dans 1 an, évidemment, ça peut arriver plus tôt. Ça, c'est un point d'interrogation. Mais il y a 1 an qui reste où il y a du chemin à faire et c'est une légère augmentation du PLQ. Moi, je ne serais pas prêt à parler de tendance pour l'instant ou une tendance qui est vers le bas pour le PQ. Je pense qu'on est à un stade un peu embryonnaire, mais c'est sûr et certain qu'on peut parler d'une tendance pour la CAQ qui, en ce moment-là, je pense que non seulement ses députés, mais aussi ses membres sont en train de se questionner, est-ce que M. Legault, c'est the man for the job, tu comprends? Je ne sais pas si dans ce sondage-là ou s'il y avait un autre sondage qui parlait de potentiels députés qui seraient bien placés à suivre M. Legault. À succéder à M. Legault. À succéder à M. Legault. Mais oui, on en parle dans celui-là. Ah, c'est dans celui-là? OK, bon. Et c'est pour ça que je te dis que, puis on en a parlé la semaine passée aussi, il commence à avoir des similitudes très étranges avec ce qui s'est passé avec Justin Trudeau l'année passée, où il y a quelque chose qui peut-être bouillonne en arrière-scène là, dans son caucus, là, je sais pas. Puis surtout, et c'est là le truc avec les sondages, là, parce que pourquoi tu publies un sondage comme ça si tu... puis là, je veux pas pointer le doigt là aux sondeurs, mais... c'est une affaire, comment on dit, une bougie d'allumage où tu veux créer une situation dans le caucus où tu publies un sondage où Monsieur Jolin Barrette, il y avait quoi, 18%, je pense, auprès des... Oui, alors... Et Geneviève Guilbeault aussi, donc... Auprès des sympathisants caquistes. On parle même pas des membres, là, mais des sympathisants caquistes. Advenant le cas d'une course à la direction du parti, de la coalition Avenir Québec. Au moment où on se parle, les sondages disent 18% monsieur Jolin Barrette, 15% madame Guilbeault. Il y en a d'autres là qui sont testés là-dedans, y compris l'ancien PDG de Desjardins, monsieur Cormier. Qui est à 6%, je crois, lui. Écoute, ça, c'est auprès des sympathisants caquistes, OK?
on est quand même loin de là, hein, parce que moi, je vois pas encore un potentiel départ de M. Legault. Oui, c'est vrai que les sondages sont difficiles. Si ça s'améliore pas d'ici Noël, peut-être qu'il va prendre une marche dans la neige comme Trudeau père et Trudeau fils pour voir dans la même période environ pour voir si ça l'intéresse ou non de rester ou d'organiser la suite. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un premier ministre qui a envie de partir. Moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai. Mais moi, je pense pas qu'il y a aucun chef, Salim, qui veut partir. Ça vient toujours de l'interne. Encore une fois, je me réfère à l'expérience qu'on a eue au fédéral où ça a pris 2, 3, 4 personnes à sortir publiquement pour que tout le monde réalise que, bon, là, le contexte. The cat's out of the hat, comme on dit, puis là, ça a commencé à bouillonner. Ouais, mais le contexte, c'était beaucoup... Non, je comprends. Je comprends. Mais je suis pas non plus prêt à croire qu'il y a rien qui se passe dans le caucus de la CAQ, que tout est calme et puis tout va bien non plus, là. Non, bon, d'abord, tu sais, il y a beaucoup de choses pour laquelle j'ai beaucoup de misère à comparer les deux situations. Le Parti libéral du Canada, c'est un parti de gouvernement qui existe depuis le début de la fédération et c'est vraiment un parti, c'est un organe vivant, là, tu comprends? Il existait avant Trudeau ou les Trudeau et il existera après les Trudeau, versus la coalition Avenir Québec, qui est le plus récent de tous les... Écoute, même Québec solidaire est plus vieux que la CAQ. C'est un jeune parti essentiellement bâti, construit autour de François Legault. Il n'existe pas vraiment de parti qu'est la CAQ. Oui, il y a des structures, etc., mais elles sont... Les fondations ne sont pas aussi solides que d'autres partis. Non, mais par contre... elles ont quand même joui d'une grande popularité en 2018 et 2022 et encore jusqu'à un certain point encore aujourd'hui parce que c'est quand même le parti du premier ministre, donc c'est pas rien. Donc c'est très différent parce que tu sais, même ceux qui veulent du changement à la CAQ, ils se posent la question aussi au fin fond d'eux. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut parce qu'il y a des gens, ils se disent, est-ce que ça pourrait pas être pire? Est-ce que si Legault partait, est-ce que cette coalition pourrait s'effondrer? Il y a des gens, je suis sûr, à l'intérieur du caucus de la CAQ, qui se diraient, ouais, peut-être que Legault devrait penser à s'en aller. Et genre 5 minutes plus tard, ils se disent... mais après quoi? Ouais, après c'est ça. Quoi? Mais non, mais d'autant plus que ce que M. Legault dit a de l'allure. Tu sais, mais dis-toi une affaire, là, politiquement, là. Tu sais, t'es le premier ministre du Québec depuis 7 ans. T'as été député depuis 1996, à part entre 2009 et 2012, où il s'était arrêté pour créer la coalition Avenir Québec. T'as été avant ça un homme d'affaires. Bon, il y a des gens qui vont considérer que c'était un succès, d'autres vont minimiser son succès, mais bref, comptable dans les a fait des affaires quand même intéressantes, etc. T'es là, t'as toute cette expérience, tout ce bagage-là. Mais oui, bien sûr qu'il y a du négatif, mais qui n'en a pas du négatif? Faut arrêter, là, tu sais. Ouais. Mets-toi à la place de Legault. Tu te dis, OK, voilà, je m'en vais en élection l'an prochain. En face de moi, j'ai Pablo Rodriguez qui vient d'arriver au PLQ. Et non seulement M. Rodriguez est nouveau sur la scène politique provinciale, mais en plus, le parti qu'il a décidé de diriger est un parti qui est en mauvais état et qui n'a pas su nécessairement, qui n'a pas eu le temps véritablement de se reconstruire. Est-ce que ça va mieux qu'avant? Beaucoup mieux qu'avant. Mais il reste que c'est pas un parti qui est en super bon état. Ensuite, tu as l'autre opposition, Québec solidaire, n'a jamais été en position de prendre le pouvoir. Pire que ça pour eux, les derniers sondages, pas juste le dernier sondage, mais les derniers sondages montrent un recul assez important. Ouais. Donc, tu sais. Puis ensuite, tu as le Parti québécois qui, lui, a une certaine pertinence qui lui est offerte
par les sondages, que lui confèrent, disons, les sondages, parce qu'il trône en haut des sondages depuis 3 ans, à la fois comme parti politique et aussi à titre de Premier ministre. Je parle de PSPP ici. Et il se dit, oui, mais tu sais, c'est un parti de 5. OK, ils ont fait le buzz ici et là sur les sujets qui les intéressaient, mais quand tu es 5, là, c'est pas vrai que tu peux peser sur tous les sujets. Et ils n'ont pas pesé sur tous les sujets. Tu sais, puis, il doit se dire aussi, M. Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, trop haut, trop tôt. Il peut pas aller plus haut qu'il ne l'a été. Fait qu'à un moment donné, il peut que redescendre. Là, tu sais. Et à l'inverse, lui, il peut pas aller plus bas qu'il ne l'est. À la limite, il peut quasiment remonter un petit peu. T'sais, il se dit ça, il se dit, ben moi, je vais donner le choix aux Québécois, puis je vais leur dire, ben, OK, comparez les gens là, que vous avez en face de vous, puis si vous pensez qu'il y en a un de meilleur que moi, ben, votez pas pour moi. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des Québécois qui vont voir ça. Je te dis pas que c'est mon cas, ton cas ou celui de tous les Québécois. Non, mais tu sais, à un moment donné, il y a des Québécois qui vont voir ça puis ils vont se dire, OK, tu sais quoi, Legault, c'est peut-être pas ma tasse de thé. Je suis comme un peu tanné de lui, mais sais-tu quoi, comparé aux deux autres choix, dans un monde instable, avec une option instable, celle de la souveraineté que veut réaliser à tout prix Paul Saint-Pierre Plamondon, et devant une opposition libérale que certains Québécois pourraient considérer comme peut-être pas prête. Regarde, on est en démocratie, chacun a le droit de penser. Ouais. Il y a certains qui vont penser que les libéraux sont les meilleurs, d'autres qui vont penser qu'ils sont pas prêts. Puis c'est comme ça, tu sais. Ben, ça se peut qu'il arrive à se faufiler. Tu sais, puis le raisonnement se tient. Maintenant, est-ce qu'il va se passer? Ça, c'est le bout qu'on ne contrôle jamais en démocratie. Ouais. Mais c'est pour ça aussi, Salim, qu'on dit qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. Et 1 an en politique, là, ce qui reste jusqu'à la prochaine élection, c'est énorme. C'est énorme. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Les options alternatives à la CAQ en ce moment sont pas mal fragiles. Moi, j'ai toujours eu l'impression que PSPP allait se démarquer, puis il l'a fait. Moi, je suis pas trop sûr si les nombres ont une importance. Le fait qu'ils sont juste 5, oui, l'ADQ aussi, il était 5 ou 6 députés, puis en 2003, il était en opposition, en 2007, je veux dire, il était en opposition officielle, tu comprends? Donc, tu sais, tu peux faire un bond comme ça. Là, on arrive à l'argument que tu disais l'autre jour, où est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec un saut de 5 députés à 30 s'ils se rendent en opposition officielle, ou même assumons qu'ils se rendent au gouvernement avec une 60aine de députés, on parle d'une gestion complètement différente là, du parti, de ta politique, de tes positionnements, etc. C'est beaucoup plus facile de gérer un caucus de 5 où tout le monde est pas mal d'accord avec toi qu'avec un caucus de 60 quelques où tu vas rencontrer un peu de friction, tu comprends? Donc, et c'est toi qui le disais avec raison. Peut-être qu'il est bon, puis peut-être qu'il est très efficace en opposition, parce que, disons-nous la vérité, en opposition, c'est facile de chialer, puis de critiquer, puis de pointer du doigt. C'est une autre paire de manches quand tu vas au gouvernement, puis là, il faut que tu te démontres que tu es prêt à faire la job. Ça, c'est quelque chose que Paul Saint-Pierre Plamondon, selon moi, peut-être qu'il n'a pas encore démontré. Mais tu sais quoi? C'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis parce que, dans le fond, moi, j'ai l'impression que la raison pour laquelle Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'il va organiser un référendum coûte que coûte, c'est parce qu'il a envie d'être le candidat d'un projet, du projet de souveraineté, du projet de pays. T'sais? Parce que s'il devait être le candidat de la connaissance gouvernementale, de comment ça fonctionne, de l'appareil, etc., pour le rendre plus efficace, d'être un gestionnaire, d'être quelqu'un qui connaît la business, comment créer un environnement favorable à la création d'emplois, etc., ben, il ne pourrait pas être ce candidat-là. Il ne pourrait pas. Donc, c'est plus facile pour lui d'être le candidat d'un projet
que d'être le candidat de la saine gestion, que d'être le candidat de la prospérité, que d'être le candidat de tout ça. Lui, il va te dire, moi, je suis le candidat d'un projet, du projet de souveraineté. Vous allez voir, là, toutes les études démontrent comme si ça fonctionnait partout pareil, de la même manière, que lorsqu'on accouche d'un nouveau pays, il y a une espèce de croissance, blablabla, mais tu sais... la réalité, c'est que non, tu sais, il y a clairement des instabilités. Puis, sais-tu quoi? Tu as dit tantôt quelque chose, je voulais rebondir dessus, puis je ne l'ai pas fait, mais ça va faire le lien avec cette discussion-là. Parler de souveraineté, c'est pas vrai qu'il faut que ce soit 100% rationnel. Genre, non, c'est pas bien la souveraineté parce que économiquement, c'est pas bon pour nous, etc. Non, la souveraineté, au-delà du fait que économiquement c'est pas bon pour nous, puis franchement, là, pour moi, ce n'est qu'une évidence, là, tu sais, je veux dire, et puis, je dis pour moi, mais pour bien du monde. Mais, je m'excuse, mais on est en train de parler du Québec et des Québécois comme si nous n'avions pas un pays. Alors, évidemment, moi, je suis fédéraliste, donc ça va pas plaire à ceux qui ne le sont pas. Mais, moi, ce que je reproche souvent aux fédéralistes, c'est de pas assez parler du fait qu'on a un pays qui s'appelle le Canada, mais de démontrer pourquoi c'est notre pays. De le démontrer, pas juste rationnellement, mais pas juste dans le sens de l'alliance politique et économique, mais aussi parce que c'est un pays que les Canadiens français, essentiellement les Québécois d'aujourd'hui, ont bâti. Ouais. Alors, moi, tu sais, je veux pas aller juste sur le côté rationnel. Oui, il est important parce que il s'agit aussi de ça. Mais non, c'est pas juste ça. Et bon, ça va être un peu aux fédéralistes d'en parler aussi un petit peu. Se réapproprier ce Canada qui leur appartient également. Mais là, aujourd'hui, le narratif que... Bon, les souverainistes ont toujours déroulé, puis que Paul Saint-Pierre Plamondon utilise, c'est simplement de dire, ben, c'est un système fédéral qui ne fonctionne pas, alors on va en sortir. Ah, tu sais, je veux dire, pas moyen de l'améliorer, il faut juste en sortir. Tu sais, bon, moi, regarde, on ne fera pas ce débat-là parce que ça va prendre bien trop de temps, mais c'est ça. Je ne veux pas m'en passer de parler aussi de notre ami Éric Duhaime. Tu sais, souvent, on regarde les sondages, évidemment, il y a trois partis, il y a les libéraux, les péquistes, il y a la CAQ qui est au gouvernement, ça jongle toujours un peu entre ces trois partis-là. Mais on a toujours une tendance de l'oublier parce que, bon, il n'est pas élu. Ses appuis, évidemment, je ne veux pas dire qu'ils sont négligeables, mais il est quand même, comme on a vu, lui aussi, tu sais, il y a des pourcentages. Il les prend 2 pourcentages à la fois. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est sorti aujourd'hui dans les nouvelles, Salim. L'ancienne députée de M. Legault, Maïté Blanchette-Vézina, ancienne ministre, oui, qu'on a discuté d'ailleurs quand il a fait son remaniement ministériel, puis il a dû la laisser de côté et qu'elle était très frustrée, puis déçue de ne pas faire partie du Conseil des ministres. Elle a démissionné de son caucus. Elle a siégé comme indépendante. Puis aujourd'hui, dans la presse, on apprend que il se pourrait qu'elle flirte avec le Parti conservateur du Québec. Selon elle, elle n'est pas prête à faire elle n'est pas prête à faire un saut dans le parti, mais elle serait prête, selon ce qu'elle dit, de collaborer avec le Parti conservateur du Québec et de permettre à Éric Duhaime de rentrer dans le Parlement et faire des conférences de presse, etc. Parce que je rappelle aux gens, là, même si tu es un chef de parti, dans le cas d'Éric Duhaime, il ne peut pas rentrer dans l'Assemblée nationale du Québec sans l'invitation d'un député ou d'une députée. Et c'est ça qui le bloquait, évidemment. C'était ça son problème. On se rappellera tous que après la dernière élection, c'était un des points qui soulignait toujours, c'est que j'aimerais avoir un bureau dans l'Assemblée nationale, j'aimerais avoir accès aux médias, et selon les règles, évidemment, il n'a pas pu l'avoir.
Mais là, si Maïté Blanchette-Vézina commence à collaborer avec M. Duhem, puis peut-être une ou deux fois par semaine, elle lui lance une invitation pour entrer dans le Parlement, pour organiser une conférence de presse ou quoi que ce soit, mais là, la dynamique pourrait changer, je sais pas. Puis pire encore, ben pas pire encore, mais l'autre scénario, c'est si jamais elle décide de faire carrément le saut dans le Parti conservateur du Québec, mais là, ça veut dire qu'Éric Duhem, il va pouvoir, par exemple, assister au débat des chefs, durant la prochaine élection, évidemment avec une députée en chambre, automatiquement, il y a une place pour lui dans l'Assemblée nationale. Donc, c'est encore embryonnaire. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que c'est une petite étape vers une voie où, selon moi, il n'y a pas de feu sans de... C'est quoi l'expression? Il n'y a pas de feu sans fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est peut-être un début, je pense. Puis Madame Vézina, peut-être qu'elle explore ses différentes options. Et moi, personnellement, on ne connaît pas le futur, évidemment, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'elle fasse le saut. Mais en attendant, on risque de voir M. Duhem beaucoup plus souvent qu'on l'a vu depuis le début de ce mandat. J'étais en train de regarder les résultats du dernier sondage pour le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem, qui est donc à 14%, excusez-moi. Qui était, ouais, c'est ça, je m'étais trompé de ligne, qui était à 14%. Il n'est pas si loin derrière la CAQ, là. Ben non, il n'est pas si loin derrière la CAQ, je veux bien, qui est à 17%. Mais, je vais juste te dire, chez les francophones, il n'est qu'à 12% dans le vote francophone. Ouais. Donc ça veut dire que, écoute, tu as des non-francophones, il a 21%. Écoute, il a plus que... À 21%, il a plus que la CAQ et le PQ réuni chez les non-francophones. C'est quand même pas pire, j'ai envie de te dire, comme score. Mais par contre, chez les francophones, c'est quand même assez faible, 12%. Ça, je pense que c'est le vote conservateur dans la grande région de Montréal, surtout qui l'aide là, avec les non-francophones. Oui, absolument. Ouais. Sauf que tu vois, dans la grande région de Montréal, ce qu'on appelle la RMR, la région la région métropolitaine de recensement, je crois, il est à 13%. Mais là où ça fait toute la différence, c'est dans la grande région de Québec, où il fait 23%. Et 23%, c'est le deuxième score après le Parti québécois qui est à 36. Sinon, les libéraux sont à 17 et les caquistes à 13 dans la grande région de Québec. Donc, écoute, monsieur Duhem, Éric, c'est pas gagné. Hein. Il est encore loin. Est-ce qu'il peut faire potentiellement des gains si dans la prochaine année, ça s'arrange un petit peu pour lui? Éric Duhem, lui, mise beaucoup sur la question. Tu te souviens, on parlait de la taxe carbone au fédéral. Il n'existait pas de taxe carbone au Québec puisque c'était un autre système, mais c'est un autre système qui a aussi un impact sur le prix du carbone. C'est une bourse du carbone qui a un impact sur... donc, il y a une tarification sur le carbone qui fait en sorte que aujourd'hui, un camionneur là, qui passe à travers le Canada, là, quand il s'arrête au Québec et qu'il met de l'essence au Québec et que ça lui coûte 30 $ de plus au Québec, parce qu'un camion, évidemment, c'est volumineux. Là, donc, tu sais, au nombre de fois qu'il passe... il trouve ça terrible là, puis je parle des camionneurs, mais c'est pas juste les camionneurs, hein, c'est aussi les gens d'une manière générale, beaucoup de gens qui chialent après ça. Honnêtement, la bourse du carbone, c'était l'instrument le plus intelligent à mettre en place. Je vais pas me faire des amis en disant ça, parce que je sais que chez beaucoup de personnes, la taxe était une mauvaise façon de la mettre en place. Mais la bourse du carbone c'était un instrument intelligent. Éric Duhem va essayer de surfer là-dessus. Pour en revenir à Maïté Blanchette-Vézina,
moi, je vais te dire, mon interprétation, ça va pas plus loin que mon interprétation. Ça me donne un peu l'impression qu'elle est elle est en train de se venger d'une certaine manière. Parce que elle sait qu'elle peut faire mal à la CAQ en s'alliant avec Éric Duhem. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si proche d'Éric Duhem et du Parti conservateur idéologiquement parlant. Mais elle a dit qu'elle a beaucoup de croyances qui s'approchent aux valeurs conservatrices. Mais on a tous, regarde, moi je pourrais te trouver un point commun entre moi puis le Québec, puis Parti québécois, là, tu sais. Puis ça veut pas dire pour autant que je serai pour le Parti québécois, tu comprends ce que je veux dire? Mais on a tous, tu sais, dans ce qu'a dit Éric Duhem, il y a bien des choses avec lesquelles je suis d'accord moi aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Il y a certaines choses qui sont de grosses évidences et que lui les met en avant, puis d'autres les mettent tellement en arrière qu'on les voit plus, là, puis tu sais... Mais... Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. J'ai comme l'impression qu'elle a envie de lui faire mal à Legault. Elle veut se venger. Je pense que ça s'est pas bien passé pour elle. Je crois qu'elle a pas compris, je crois, la game gouvernementale, être au pouvoir. Peut-être qu'elle est arrivée trop vite. En 2022, elle s'est fait élire là. C'est un concours de circonstances. Rappelle-moi le comté où elle est élue. Elle est dans le Bas-Saint-Laurent. Je me souviens plus du comté précisément, mais je sais que c'est du Bas-Saint-Laurent. Je me demande si c'est pas Montmagny ou un truc de genre. Regarde, pour le fun, on va le vérifier. Parce que j'essaie de faire, en attendant que tu cherches, j'essaie de faire le calcul parce que, tu sais, puis on en a parlé aussi, là, tu sais, il y a des députés qui se questionnent maintenant dans le caucus de M. Legault. Est-ce que je vais perdre mon siège si M. Legault se représente? Peut-être oui, mais garde, je vais prendre mes chances. Pour rester dans la CAQ avec un nouveau chef, tu sais, au moins là, on a des chances, mais peut-être qu'elle aussi, mais là, évidemment, elle est indépendante. Comme indépendant au Québec, les chances que tu gagnes un comté, évidemment, sont très minimes. Donc... c'est dans Rimouski. Alors, elle est née à Montmagny, mais elle est députée de Rimouski. Écoute, donc on parle bien du bas du fleuve et écoute, moi je pense qu'elle est comment dire, elle veut faire mal à la CAQ, c'est sûr. Elle était ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Donc, écoute, sincèrement, moi, c'est un peu le feeling que j'ai. Elle va peut-être réussir, je sais pas. Elle va ouvrir les portes du Parlement à Éric Duhem, pas nécessairement en joignant son parti, mais en l'invitant à des conférences de presse, en disant que il a le droit d'avoir une voix là, puis c'est une voix des régions, puis elle veut porter la voix des régions. Écoute, c'est le début. Salim, écoute, moi, je veux juste te dire une affaire. Je m'excuse pour Maïté Blanchette-Vézina qui nous écoute peut-être, je sais pas, ou peut-être pas, parce qu'on n'est pas nécessairement sur son radar. Mais moi, je pense que Maïté Blanchette-Vézina aurait même pas été ministre si elle avait été l'élue d'une autre région. Là, il se trouve que la CAQ n'a pas de député en Gaspésie. Et évidemment, les Îles-de-la-Madeleine, c'est une seule circonscription. Ça prenait une ministre régionale pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Puis la preuve, c'est qu'il l'a remplacée par Amélie Dionne, qui est députée de Rivière-du-Loup, qui a repris les responsabilités de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, en plus d'être ministre du Tourisme. Donc moi, je pense que Mme Vézina, je pense, n'a pas nécessairement bien joué ses cartes. Elle n'a pas nécessairement compris la game à l'intérieur du gouvernement. Elle n'a peut-être pas trop su s'imposer. Et peut-être à sa défense, je te dirais que, tu sais, il n'y a pas une grande solidarité féminine dans le gouvernement. Donc, elle était peut-être un petit peu fragilisée par rapport à ça. Mais écoute... Donc, moi, comme je te disais, je pense devant le fait que, mais premièrement, tu n'es plus ministre. Donc, c'est déjà une déception.
Mais quand tu réalises que potentiellement, ton parti, même si tu restes, même si tu acceptes le résultat et tu restes député dans un parti qui vient t'enlever des responsabilités ministérielles dans l'attente qu'il y a une élection qui s'en vient, puis garde, on va la gagner, puis on va rester au gouvernement, etc. Dans son cas à elle, les chances que cela arrive sont tellement minimes, selon les sondages qu'on voit, évidemment, puis évidemment, on le répète, il y a plein de choses qui peuvent arriver, hein, mais devant ce fait-là où les chances sont très minimes à se faire réélire, et en plus de ça, tu viens de faire retirer ton ministère, bon, ben, moi, je trouve rien de mal de ce qu'elle fait. Elle est indépendante. Elle se magasine un siège à l'Assemblée nationale du Québec. Évidemment, elle ne veut pas retourner à la CAQ. Elle n'est pas d'accord peut-être avec les libéraux ou elle n'est pas indépendantiste, donc elle n'ira pas au PQ nécessairement. Mais pourquoi ne pas regarder l'autre option puis venir dire ouais, ben peut-être qu'il y a une autre chance auprès du Parti conservateur du Québec. Et encore là, on ne sait pas si elle va gagner ou non, si jamais elle se rende comme candidate avec Éric Duhem. Mais c'est exactement la même chance qu'elle aurait pris avec la CAQ. Il y a personne qui peut garantir qu'elle aurait gagné si elle serait restée dans la CAQ dans une prochaine élection non plus. Donc, quand tu as ces deux solutions-là, je m'en vais à une élection avec la CAQ, je ne sais pas si je vais gagner, et je m'en vais à une élection avec le PCQ, je ne sais pas si je vais gagner, ben tu prends tes chances, and that's it. Effectivement. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'on a parlé pas mal longtemps d'elle, de la possibilité qu'elle aille là, parce que honnêtement, j'ai pas l'impression que ça va être un game changer. Moi, je pense que ce qui va être game changer, non, le game changer, c'est que Éric Duhem rentre dans le décor du Parlement. Puis là, il peut avoir quelque chose qui peut lui profiter. Il l'avait il y a 4 ans là avec Madame Sanson. Ouais, exact. Mais on va voir. On va voir, mais je te dirais que, tu sais, à un moment donné, c'est bien de trouver un moyen d'avoir de la visibilité. Puis Éric Duhem est très habile pour ça. Puis c'est une bête des médias, là. Mais tu sais, aller toujours chercher les personnes un peu frustrées, c'est pas nécessairement... Tu sais, avant, c'était Claire Sanson. Ouais, maintenant, c'est Maïté Vizina. Tu sais, au moins, moi, je respecte beaucoup Yuri Chassin parce qu'il aurait pu se jeter dans les bras d'Éric Duhem, mais tu sais, il l'a pas nécessairement fait. Il s'est gardé une certaine liberté. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas collaborer éventuellement eux aussi. Mais peut-être qu'elle est là. Peut-être qu'il faudrait que Éric Duhem collabore avec plusieurs des indépendants, mais chacun sur un dossier. Peut-être que ce serait une façon plus positive de le faire que... En tout cas, ça va être intéressant à voir. Une fois de plus, on n'a pas parlé de Québec solidaire. Oups! Mais c'est pas grave, je pense... On le fera la prochaine fois. On invitera Sol Zanetti. Oui, mais en passant, les gens, très rapidement, ils ont eu leur élection la fin de semaine dernière pour le 2e poste de co-porte-parole qui a été laissé vacant de Gabriel Nadeau-Dubois, puis c'est Sol Zanetti qui l'a pris. C'est le pivot vers le discours plus souverainiste qui débarque chez Québec solidaire. Puis on l'avait mentionné à maintes reprises, Salim, que ce discours-là manquait. Les 2 dernières élections, Québec solidaire par rapport à la souveraineté, on n'entendait pas vraiment parler de ça. Je pense qu'avec Rouba Gazal puis Sol Zanetti, ça va revenir dans le décor. Oui, on fera pas tout un truc là parce qu'on est en train d'achever là, mais tu as raison de le mentionner. C'est très important ce que tu dis. Je pense que Québec solidaire n'a jamais eu des co-porte-parole, co-chefs, whatever comment ils les appellent, aussi souverainiste. Rouba Gazal était déjà très souverainiste et en plus de ça, elle fait la promotion de la souveraineté aussi beaucoup auprès des communautés culturelles. Puis, tu sais, honnêtement, pour le mouvement souverainiste, c'est un plus, hein, parce que malheureusement, les leaders souverainistes font tout pour
en fait, ils les veulent avec eux, mais disons qu'ils sont pas très attractifs, honnêtement. Donc, mais tu sais, Québec solidaire veut pas un discours plus attractif au niveau de la souveraineté pour les communautés culturelles que le PQ. Ça, c'est une certitude. Et Sol Zanetti, ensuite, qui était le chef d'Option nationale, qui était le parti souverainiste radical. Oui. Puis d'ailleurs, Sol Zanetti, je pense, il partage aussi... il partageait, je sais pas s'il partage encore aujourd'hui, mais il partageait avec le PQ bien d'autres choses que la souveraineté. Donc, ça va, la dynamique va être intéressante de voir. On devrait l'inviter, Sol Zanetti, si vous nous écoutez, ça serait vraiment le fun de vous avoir. Je sais que vous êtes à Québec. Si ça vous tente de faire un petit aller-retour ou si vous venez visiter de la famille dans la région de Montréal, on est là pour vous accueillir sur Politiquement parlant. All right, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. Revenez nous voir très, très, très bientôt parce que le prochain épisode ne sortira pas la fin de semaine prochaine. Ça va sortir tôt la semaine. Là. Donc, mais on peut l'annoncer. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut l'annoncer. On reçoit Mélanie Joly et ça va être en ligne mardi prochain. Mardi matin. Nouvel épisode pour vous avec Mélanie Joly. C'est un excellent épisode. On a eu beaucoup de fun. Puis en passant, on la remercie. Donc, c'est ça. On vous voit prochainement. Ciao tout le monde. Ciao, bye.